Notre invité dans la grande interview aujourd'hui, c'est donc Franck Marotte, PDG de Toyota France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, j'avais envie de vous poser et de vous la poser presque comme ça finalement. Est-ce que ça va? Est-ce que vous n'êtes pas trop frustré? Parce que c'est la reprise, prévision de croissance revue par le gouvernement encore il y a quelques semaines, des consommations de ménages qui sont bien positionnées et le secteur auto qui finalement, alors oui, en proie à des pénuries, on l'a dit, en lice dans la crise des semi-conducteurs, des délais qui s'allongent, des difficultés de production. Est-ce qu'après 18 mois de diète, j'allais dire, c'est pas un peu frustrant, un peu difficile à avaler? Frustrant est sans doute le mot, Ouais. globalement. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un gouvernement qui a fait le choix très clair d'accompagner l'économie pendant la crise et en sortie de crise, avec des investissements publics massifs, des soutiens publics massifs, et que tout ça porte ses fruits, puisqu'on a une croissance qui repart très fort, comme vous venez de le dire. Effectivement, ça génère un certain nombre de tensions sur les approvisionnements, tant en termes de disponibilité de matières, mais également en termes de logistique. Et ça pénalise l'industrie automobile en général. Ce qui fait que cette année où on avait un marché qui devait retrouver des couleurs, après une chute de l'ordre de 25%, en 2020, on devait refaire la moitié du chemin environ. C'était l'attente de l'ensemble des constructeurs. On devait avoir un marché qui progresse de 12-13%. Et ben en fait, il progresse que de 4-5%. C'est plus compliqué. Ce qui est décevant et ce qui est très largement lié, effectivement, non pas à une faible demande, mais surtout à une faible capacité à livrer des véhicules et à les immatriculer. Et effectivement, parce que les carnets de commandes, ils sont pleins. En tout cas, pour la plupart des constructeurs, c'est votre cas aussi. Par ailleurs, vous avez beaucoup de demandes. Les carnets de commandes sont très pleins, et le nôtre en particulier, il l'est énormément. On a fait encore 2 très très beaux mois en commande en septembre-octobre, avec un marché qui est un peu à 2 vitesses néanmoins. Un marché des particuliers, comme on l'appelle, c'est-à-dire des acheteurs individuels. Qui est relativement stable par rapport à 2020, ce qui est une forme de déception, alors que le chômage baisse et que la croissance reprend. Et un marché des sociétés qui est extrêmement dynamique, qui continue à très bien se porter. Et ça, c'est directement l'impact de la croissance. Les chiffres du marché français de l'automobile ont été publiés hier. C'est une chute vertigineuse à moins 31% sur un an pour octobre 2021. Chez vous, c'est combien, Franck Marotte? Alors, chez nous, c'est à peu près stable. On a réussi à conserver un niveau de livraison qui est élevé, et ça, c'est la bonne santé de Toyota globalement cette année, qui a fait face pendant 7 mois à quasiment une production normale, et c'est un cas quasi unique dans l'industrie automobile. On a eu un petit ralentissement entre la mi-août et la mi-octobre sur nos capacités de production liées à une reprise du Covid dans certaines zones d'Asie du Sud-Est qui nous fournissent en composants, et donc à des fermetures d'usines. Mais nos capacités de production reprennent normalement en novembre-décembre, puisque cette vague de Covid est passée. Mais quand vous dites on limite la casse, c'est combien? Vous n'êtes pas à moins 30? Non, alors nous, on est à plus 4 depuis le début de l'année. Sur le mois d'octobre, isolément, on est à peu près à 0. On est à moins 0,5 exactement. Donc on considère qu'on s'en sort extrêmement bien par rapport à nos concurrents. Et de fait, nos parts de marché progressent fortement, puisqu'on est à 6% de part de marché global, on est à plus de 7,5% sur le canal des particuliers, et tout ça progresse fortement, lié à nos gammes, mais aussi lié à notre organisation industrielle assez efficiente. Alors justement, vous vous étiez exprimé à la rentrée en disant, nous, on aura a priori 1 mois de délai supplémentaire par rapport à ce qui avait été annoncé. On n'a pas beaucoup de visibilité sur la question des semi-conducteurs comme beaucoup. Est-ce que 2 mois plus tard, la situation, elle s'améliore ou pas? Ou est-ce qu'elle s'empire? Non, elle s'améliore. Vous avez une bonne mémoire. J'avais dit qu'on manquait de visibilité parce qu'on était en pleine crise Covid en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on en est sorti. Les usines redémarrent. Et donc, on a des capacités de production qui sont confirmées en novembre et en décembre à 90% du potentiel maximum. Et ça va nous permettre de livrer toutes les commandes que l'on a engrangées et de garder des délais qui seront très raisonnables. On est aujourd'hui, si vous commandez une Toyota dans le réseau de distribution, en livraison au mois de janvier en moyenne, y compris sur des modèles les plus demandés comme la Yaris. Donc là, vous êtes à 4 mois, alors 4 mois dans les grandes lignes, 3 et 4 mois. Alors qu'on a des constructeurs qui sont à 6, 7 ou 8 mois. Comment vous faites pour être simplement à 3 ou 4 mois? Alors, c'est lié à 2 choses. Est-ce qu'au bout de 3 mois, vous nous appelez pour dire qu'il y aura peut-être 2 mois supplémentaires de délai? Non, alors en l'occurrence, on essaie d'être extrêmement fiable et nos clients le savent, je pense, et nos prospects peuvent croire en nos engagements. En l'occurrence, c'est lié à 2 choses. D'abord, une connaissance de nos fournisseurs qui est assez différente de ce que font d'autres constructeurs. On a dans l'ADN de la marque
le critère cardinal qui est la qualité, Oui. et la qualité passe par ses fournisseurs. Et donc ça nous oblige à les connaître très profondément. Et donc ça nous a permis aussi d'entretenir cette relation et de la conserver et d'être du coup beaucoup mieux informés, mieux servis que la plupart de nos concurrents. Donc là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de délai supplémentaire lié à la livraison lié au Covid. Absolument. Nous n'avons plus de délais anormaux. On va en novembre-décembre rattraper en quelque sorte une partie du retard. Ça sera complètement fait en premier trimestre. Mais la période de fermeture des usines que j'ai mentionnée, elle sera compensée et donc on retrouve des délais normaux. Et justement sur l'usine près de Valenciennes, à Onnaing, qui est donc la grande usine française de Toyota, vous êtes justement là à quelle capacité de production? Vous êtes à 100% de vos capacités? On est à 100%. Alors on va monter à 90% en novembre, on sera à 100% en décembre. D'accord. Donc on considère qu'on retrouve une situation Donc normale. vous allez revenir à 100% de capacité de production sur Valenciennes dès le mois de décembre. Ce qui sera probablement un cas assez unique dans l'industrie automobile sur le territoire national. Il y a malheureusement déjà de moins en moins d'usines et il y en a en ce moment assez peu qui arrivent à tourner à 100%. On sera probablement la seule d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est quand même pas, alors j'allais dire un peu compliqué de vendre aux clients justement des véhicules, parce que vous avez un label Origine France Garantie justement, quand on explique, alors ça va être moins votre cas effectivement dans les prochaines semaines, mais quand on explique que l'on peut avoir un peu de délai lié notamment à la crise des semi-conducteurs, donc des pièces qui viennent d'Asie, est-ce que le discours qui consiste à dire on fait du Made in France, il est toujours bien perçu et il fonctionne toujours bien, y compris en ce moment? Alors, le label Origine France Garantie, qu'est-ce que c'est? C'est un label qui est patronné, enfin est vérifié par des autorités indépendantes et qui garantit qu'au moins 50% des pièces qui composent un véhicule sont d'origine France. Ouais. C'est le cas sur Yaris, c'est le cas sur Yaris Cross, donc les deux véhicules que nous fabriquons en France. Donc ça veut dire que potentiellement il y a jusqu'à 49% des composants qui peuvent venir de l'étranger. Alors je ne dis pas que c'est 49, c'est beaucoup moins que ça en l'occurrence. Mais néanmoins, il y en a une partie qui reste venant de l'étranger, et en particulier de l'Asie du Sud-Est ou du Japon, qui est notre pays d'origine. Mais ça n'empêche que nous sommes le seul constructeur à fabriquer des citadines sur le territoire français, et surtout, nous sommes le seul constructeur à avoir ce label Origine France Garantie sur 2 modèles. Et ça, c'est un vrai atout, je pense, pour la clientèle française. Et dans la perspective d'une relocalisation et dans l'esprit actuel autour de la relocalisation, eh bien, c'est un atout déterminant. Mais quand on explique que, lié à la situation du Covid, on a quelques difficultés d'approvisionnement, notamment, alors on va en parler, mais les semi-conducteurs, le discours prend toujours quand même où vous n'avez pas dans les concessions, ou finalement, alors, notamment aussi sur les réseaux sociaux par ailleurs, des mauvaises langues ou des langues malveillantes qui pourraient vous dire oui, enfin, faut quand même pas plaisanter. Non, mais on peut toujours avoir des clients qui nous questionnent. Bien sûr. Et c'est bien légitime. Et vous apportez par ailleurs des réponses. Voilà, les consommateurs souhaitent savoir ce qu'ils achètent de plus en plus, et c'est tant mieux. Néanmoins, nous avons des réponses, et en l'occurrence, aussi à la fin des fins, pour ce qui concerne les délais, ce qui compte, c'est qu'on soit éventuellement plus compétitif que d'autres, et c'est le cas jusqu'à présent. Alors, comment vous regardez finalement et comment vous analysez aujourd'hui, vous, votre approvisionnement sur les semi-conducteurs? Beaucoup de constructeurs qui nous disent que c'est très compliqué. Vous, quelle est votre organisation? Et est-ce que, là encore, c'est de moins en moins un sujet? Alors, ça reste un sujet de préoccupation et de gestion, je dirais, assez anormal par rapport à ce que l'on vit d'habitude. Bien sûr. Et donc, ça nécessite effectivement pas mal de gymnastique en interne pour pouvoir approvisionner en permanence les bonnes usines avec les bonnes pièces. Néanmoins, nous y arrivons, et ça, c'est une des réputations fortes de Toyota, d'être extrêmement efficient dans son organisation et dans sa chaîne d'approvisionnement. Donc, ça paye aujourd'hui, très clairement. Mais ça nécessite, je ne vous le cache pas, beaucoup d'adaptation au quotidien, de manière à faire tourner les usines à plein. Est-ce que vous avez aujourd'hui un problème d'approvisionnement semi-conducteurs pour Toyota France? Non, on n'a pas de problème. Et le délai que l'on annonce à nos clients résulte d'une capacité d'organisation qui nous permet de ne pas avoir de problème, en tout cas de juguler les problèmes. Et est-ce que malgré tout, vous faites partie de ceux qui estiment que l'on a un problème, d'une certaine manière, de dépendance aux semi-conducteurs, enfin aux fournisseurs de semi-conducteurs asiatiques? Est-ce que nous, on pourrait être capable de créer aussi une filière européenne qui vous permettrait aussi finalement d'avoir une gestion plus fluide, plus saine, plus flexible en termes de production? Ou est-ce que pour vous, ce n'est pas un sujet? Non, ce sujet est très complexe. Oui. Le fait que Toyota investisse à plus de 50% dans un approvisionnement en France pour avoir l'origine France Garantie, prouve que nous sommes toujours friands d'un approvisionnement au plus près de nos usines.
Et nous avons d'ailleurs autour de notre usine de Valenciennes un certain réseau de fournisseurs qui sont installés et qui garantissent ce label. Donc le plus il y aura d'investissements… Pas sur les semi-conducteurs. Pas sur les semi-conducteurs à ce stade, parce qu'effectivement l'Europe a globalement désinvesti ce champ industriel. Ce domaine. Il n'empêche que si ça revient, tant mieux. Ça réduira aussi éventuellement les coûts logistiques pour l'ensemble des industriels que nous sommes. Donc on s'inscrira dans une démarche qui consistera à étudier toutes les opportunités. Et franchement, on le fait aujourd'hui en France plus que d'autres, puisqu'on est les seuls à avoir ça. Vous pourriez être partie prenante de la création d'une filière du semi-conducteur en France ou en Europe? Alors, ça, être partie prenante des investissements, c'est encore un autre débat. Un autre sujet. En l'occurrence, on travaille avec des fournisseurs qui nous permettent d'assembler correctement nos véhicules et on étudiera dans quelles conditions ça doit se passer. Mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, une relocalisation de ce type de technologie sur le territoire européen, voire français, ne peut être qu'un atout. Et surtout, on est en pleine COP en ce moment, pour réduire l'impact carbone de la logistique associée à l'approvisionnement en pièces. Bon, ça c'était pour la production. On va parler de la commercialisation des tendances de marché et notamment des nouveaux modèles. Vous communiquez, Franck Marotte, en début d'année sur vos performances 2020. Alors je les rappelle, mais 102 000, un peu plus de 102 000 véhicules immatriculés, quasiment 6% de part de marché pour Toyota France. Donc c'est Toyota et Lexus, si je ne dis pas de bêtises. Ce sera quoi en 2021 ? Alors ça sera un peu plus que ça, on va s'attacher à en faire quelques-unes de plus. Ça sera probablement pas autant que ce qu'on aurait aimé pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire septembre-octobre un petit peu perturbé, mais ça sera un petit peu plus. Le 102 000 en l'occurrence c'est que Toyota, s'ajoute à cela à peu près 5 000 Lexus. Donc on va s'approcher d'un total de vente de 110 000 véhicules sur l'année 2021, ce qui est un excellent résultat, ce qui constituera le record historique de Toyota en France. En termes de part de marché. Donc c'est une grande satisfaction. Quand on regarde en revanche le top 5 des voitures vendues en France en 2020, alors je vous les cite mais rapidement, Peugeot 208, Renault Clio, Peugeot 2008, Citroën C3, Renault Captur. Bon, elles sont où les Toyota dans ce classement? Et est-ce que vous avez une ambition qui est de faire effectivement arriver à un ou deux véhicules dans ce top 5? Alors écoutez, on est dans un marché un petit peu particulier puisqu'on a 3 constructeurs français. Il y a assez peu d'équivalents en Europe et dans le monde. Très bien implantés, historiquement, très appréciés, avec des parcs importants. Et surtout des constructeurs français qui sont historiquement très forts dans les plus gros segments du marché, c'est-à-dire les petits véhicules. En l'occurrence, nous sommes la première marque importée sur le marché des particuliers. Nous talonnons un concurrent sur le marché global en termes de marques importées, donc ça veut dire que nous avons des modèles qui performent très fort. La Yaris est quasiment considérée par une bonne partie de la clientèle française comme une voiture française. La Yaris Cross l'est aussi depuis qu'on l'a lancée en septembre. Donc ce sont des atouts. Après, est-ce qu'on arrivera à placer des voitures sur le podium sur les 5 premiers ? Non, c'est pas une ambition dans le sens où on considère finalement qu'il y a une part naturelle des constructeurs français en France et il est presque légitime. Et qu'il faut jouer avec ça. Voilà, il faut jouer avec ça, il faut en tenir compte, de la même manière qu'en Allemagne, on tient compte que Volkswagen place ses voitures en tête et soit puissant. Il y a une part légitime. Bon, il y a une part légitime, mais il y a quand même un lancement, et vous l'avez rappelé effectivement en septembre, qui est votre premier lancement post-Covid, par ailleurs, qui est donc ce Yaris Cross hybride, pas facile à dire. Alors ça, c'est un retour pour vous, parce que sur le segment des B-SUV, donc c'est les petites voitures façon SUV, donc, c'est un segment concurrentiel, porteur, et vous y étiez plus depuis quasiment 30 ans, plus de 20 ans. Alors on en est effectivement sorti d'une certaine manière, puisqu'on avait initié ce segment avec le RAV4, toute première génération et deuxième génération. Dans les années 90. Certains s'en rappellent, parce qu'en plus, le véhicule avait vraiment fait un tabac très bien fonctionné. Et le RAV4 a grossi au fil du temps, aussi parce que les SUV sont devenus de plus en plus demandés par les clients et dans des segments qui étaient au-dessus. Donc le RAV4 maintenant se retrouve ailleurs, c'est un véhicule qui est beaucoup plus gros et donc il était nécessaire puisqu'il y avait ce que nous avions initié dans les années 90 finalement a aussi grossi et il était nécessaire de refaire un véhicule dans un segment plus petit. Mais vous êtes arrivé un petit peu tard là parce qu'il y a Ford, Peugeot notamment, Renault aussi s'était engouffré sur ce segment-là il y a maintenant quasiment 3-4 ans voire un peu plus. Pourquoi vous avez mis du temps à arriver finalement avec ce modèle-là? Les planifications de plans produits prennent toujours un petit peu de temps. On a défini un certain nombre de priorités pour que Toyota s'assure une croissance forte en France sur ces dernières années. En l'occurrence, c'est chose faite, puisqu'on est passé de un peu plus de 4% de part de marché à 6%. Donc on a garni au fur et à mesure l'ensemble de notre gamme avec
toutes des motorisations hybrides sur l'ensemble de la gamme, à part l'entrée de gamme Aigo. On a renouvelé sur des nouvelles plateformes, avec des nouvelles motorisations, des nouveaux systèmes hybrides. Il y a eu un énorme travail de fond et la Yaris Cross, finalement, couronne tout ce plan produit cette année. Et c'est tant mieux, et elle démarre très fort. Et pourquoi on a en France une appétence, j'allais dire particulière, alors en Europe aussi d'ailleurs, mais pour ces petits véhicules tout le monde aime bien, tout le monde trouve ça sympa. Il y a beaucoup de marketing il y a beaucoup de dépenses marketing sur les, donc on imagine qu'il y a beaucoup de ventes derrière. Pourquoi aujourd'hui les Français, les Européens aiment ces petits modèles? On a des conditions de circulation, on a une société de plus en plus urbaine, avec un trafic qui est assez congestionné dans beaucoup de villes européennes. Avec en plus un enjeu de décarbonation lié à cela. Et donc, je dirais, de manière parfaitement logique et en adéquation avec notre style de vie, eh bien, on a aussi une appétence pour les véhicules urbains. En plus, historiquement, il se trouve qu'on a des constructeurs français, italiens, allemands, qui ont su faire des petits véhicules extrêmement polyvalents, extrêmement performants. Donc il y a une histoire autour de cela, et en France en particulier, des 205, des Clio, la Fiat 500, la 2 chevaux même encore avant, ont été des véhicules extrêmement emblématiques qui ont développé ces véhicules urbains. Donc effectivement, mais c'est quand même des véhicules sur lesquels on fait un peu moins de marge. Sur ce plateau, Luca Di Meo, patron de Renault, au micro de David Jacot, nous disait il y a quelques mois, on va arrêter les sujets Twingo, on va faire grossir un peu la Clio parce qu'effectivement, c'est quand même des véhicules sur lesquels on fait moins de marge. Est-ce que ça, c'est quand même pas finalement un peu compliqué pour vous? C'est quand même pas des calculs très précis à faire finalement sur la question de la rentabilité? Alors, Luca a parfaitement raison. Par définition, les véhicules plus petits sont moins rentables pour les constructeurs et pour les distributeurs que les véhicules plus gros. Et il y a un certain nombre de constructeurs qui vont commencer à ralentir progressivement la sortie de ce type de véhicule. Absolument. Au point que certains sortent des segments d'entrée de gamme, ce qu'on appelle le segment A, c'est-à-dire les plus petits véhicules urbains qui sont commercialisés par l'ensemble, par un certain nombre de constructeurs, Twingo, Aigo chez nous bien sûr. Eh bien, un certain nombre de constructeurs arrêtent et ont annoncé l'arrêt de ces véhicules dans leur gamme. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous prenons le parti de continuer à servir une demande qui reste forte. Il y a une demande d'accès à notre gamme. Et donc l'Aigo sera remplacé par un véhicule qui avait été présenté sous la forme Prologue au printemps et dont le nom définitif sera dévoilé dans les semaines qui viennent. Et donc il y aura bien, courant 2022, le remplacement de l'Aigo qui permettra à tous les clients qui cherchent une accessibilité aux véhicules neufs et ensuite aux véhicules d'occasion dans un second temps, d'être servis. Sur le même niveau de prix? Alors avec un prix qui évoluera lié à des équipements à une réglementation qui augmente, à des équipements donc, liés à la réglementation donc ça veut dire un tout petit peu plus cher. Un supplément de prix, mais néanmoins on restera, parce que la valeur cardinale dans ce segment-là, c'est l'accessibilité prix, vous avez raison de poser la question, et on restera bien dans des zones de prix accessibles pour les clients primo-accédants. Alors, il nous reste quelques minutes. Un mot sur les nouvelles énergies de l'automobile. On ne va pas vous enlever ça. Vous étiez naturellement l'un des pionniers de l'hybride. C'est aujourd'hui 60%, si je ne dis pas de bêtises, des ventes de Toyota en Europe. Alors, en Europe, c'est 60%, et en France, c'est plus de 80%. C'est plus de 80%. Donc, on vient chercher Toyota quasiment exclusivement pour ses motorisations hybrides. De plus en hybrides. plus, à part sur les entrées de gamme dont je parlais juste avant pour des questions de prix. Mais alors ça, c'était, j'allais dire, il y a 10 ans maintenant. On parle de plus en plus d'électrique aujourd'hui, parce qu'on repousse notamment les limites de l'autonomie. On maille le territoire avec des bornes. Et alors là, vous avez annoncé votre premier véhicule 100% électrique. Pour 2022. Rappelez-moi le nom. BZ4X. BZ4X. BZ comme Beyond Zero. On va au-delà de zéro. 4X comme 4x4. 4 c'est la gamme et X c'est 4x4. D'accord. Et donc ça arrive en 2022. Vous n'avez pas le sentiment d'arriver un peu après le début de la bataille de l'électrique justement? Alors ça c'est un vrai débat mais qui n'est pas lié au plan produit. C'est lié à la maturité du marché de l'électrique. En l'occurrence, effectivement, tout le monde en parle. Les journalistes en premier. Le marché reste marginalement électrifié à 100% avec des batteries. Aujourd'hui, on est en dessous de 10%. Il y a certains constructeurs qui performent très fort, mais globalement, la demande reste contrainte par le niveau de prix, les infrastructures de bornes et l'usage des consommateurs. Pour certains, les autonomies encore actuelles ne permettent pas d'avoir un usage normal. Aujourd'hui, c'est 10-12% de la production, l'électrique et l'hybride aujourd'hui sur les véhicules français. Mais quand on regarde par contre le panorama médiatique et le panorama journalistique, alors là on est à plus de 50% aujourd'hui. Donc il y a encore une déconnexion et l'ambition de Toyota, j'ai dit tout ça pour dire que l'ambition de Toyota était d'arriver au bon moment, dans les bons segments,
Là, avec le bon niveau de prix, la bonne autonomie, la bonne offre produit qui permettent de trouver le consommateur. C'est toujours notre motto. Et ça va être quoi justement le bon équilibre? Vous allez toujours continuer finalement à accélérer, développer l'hybride, ou est-ce que l'électrique a vocation à un moment donné à prendre le pas et puis finalement à avoir une gamme où vous abandonnerez le thermique comme certains constructeurs l'ont annoncé récemment? Notre objectif stratégique, 2050, zéro émission. Ça veut dire que tous nos véhicules seront 100% électrifiés, électrique à batterie, électrique à hydrogène en 2050. Donc l'hybride, on commence à l'abandonner. Donc l'hybride représente une transition, mais une transition pour encore un certain nombre d'années que nous estimons absolument indispensable parce que c'est la seule technologie, l'hybride auto-rechargeable, qui est raisonnable en prix, c'est-à-dire au même prix que le thermique, qui n'a pas de contrainte d'usage puisqu'on ne recharge pas et qui permet de baisser les émissions de CO2 de 25%. Il n'y a aucun équivalent aujourd'hui sur le marché qui permet de cette péréquation. Et ça permet d'alimenter donc une majorité du parc roulant neuf, avec des prix accessibles, et surtout d'alimenter assez rapidement le parc qui est le plus carboné, les véhicules les plus anciens, c'est le parc d'occasion. Le BZ4X, c'est quoi l'autonomie annoncée justement? Alors, on n'a pas encore de chiffres officiels à vous communiquer, mais on sera, comme d'habitude, compétitif par rapport à ce qui se fait dans les segments DSUV, c'est-à-dire la taille du RAV4 équivalent en hybride auto-rechargeable, avec un avantage, c'est que lorsque le véhicule sera vide de batterie, la rapidité de recharge sera maximale. Bon, beaucoup de constructeurs nous disent, et ce sera le mot de la fin, on veut aller vers une économie de service. On ne sera plus dans quelques années, et on commence à faire la transition, on ne sera plus des constructeurs, on va être des fournisseurs de mobilité. C'est quoi justement, vous, votre regard sur le sujet? Est-ce que Toyota va embrayer cette position, qui est une position marketing en partie, parce que vous allez continuer à fabriquer des voitures, me semble-t-il. Comment est-ce que vous regardez ça, et c'est quoi la perspective de développement de Toyota sur le sujet dans les 5 ou 10 ans? L'ambition de Toyota, de la même manière qu'on est devenu le premier constructeur de voitures au monde, est de devenir la première société de mobilité au monde. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs visages dans le panorama de la mobilité, mais incontestablement, les villes comme Paris, dans lesquelles nous sommes, ont complètement changé ces dernières années, et la mobilité n'est plus du tout la même. Sociologiquement, géographiquement, tout est extrêmement différent maintenant. Donc, de la même manière qu'on doit rester un constructeur de voitures parce que la demande reste extrêmement forte, il faut qu'on s'inscrive dans ces nouvelles tendances. Et c'est l'intention que l'on a, et d'y être leader avec des offres, des produits et des services, puisque ça passera par des abonnements, ça passera par de la flexibilité. Et en particulier, la clientèle la plus jeune est très friande de ça. C'est ça, c'est une demande de la jeune génération surtout. Absolument. Bon, merci beaucoup Franck Marotte. Merci de m'avoir reçu. D'être venu nous voir avec plaisir aujourd'hui donc sur Boursorama PDG France de Toyota.